Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir à cette session de la Global Growth Conference consacrée à la souveraineté économique et à l'impact des guerres commerciales et des conflits géopolitiques sur l'environnement mondial. Alors, c'est un thème qui évidemment appelle à beaucoup de commentaires très différents et qui recouvre beaucoup de thèmes, beaucoup de réalités. Plutôt que d'essayer de faire un inventaire, je préfère commencer par demander à Pierre Lelouch de nous faire un petit panorama de la situation géopolitique et géoéconomique actuelle et de nous dire, selon lui, où va le monde aujourd'hui. On pourra ensuite essayer de décompter tout cela et d'en tirer quelques enseignements avec tous nos panélistes. Je vous donne la parole, Pierre. Oui, si vous voulez, oui. Donc Pierre Lelouch est ancien ministre, député et expert en politique étrangère et en défense. Merci beaucoup, Alexandre. C'est pas idéal de parler à l'heure du déjeuner, et donc vous êtes très privilégié puisque vous avez le courage d'être là. J'ai envie de vous dire que on est rentré dans l'époque de Thucydide et de la guerre du Péloponnèse. À savoir que les forts vont faire ce qu'ils veulent et les faibles vont souffrir. On est entré dans une phase très particulière de l'histoire du monde. C'est un vrai changement par rapport à une trentaine d'années. Il y a 30 ans, le vent de l'histoire poussait dans la bonne direction, celui de la coopération internationale, celui de la mondialisation soi-disant heureuse, du partage des richesses. Aujourd'hui, le vent est mauvais et il pousse la planète vers des conflits, vers des tensions. C'est très frappant. Nous sommes maintenant en fait dans un système qui est devenu une triade impériale. Le plus spectaculaire, c'est qu'à cause de la guerre d'Ukraine et de la guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie, on a mis la Russie dans les bras de la Chine et fabriqué une alliance anti-occidentale extrêmement robuste à laquelle se sont greffés deux pays particulièrement toxiques, la Corée du Nord et l'Iran. Donc nous avons ça face à nous et nous avons un troisième empire qui, de façon invraisemblable, est devenu lui aussi un empire révisionniste. C'est-à-dire qu'aussi, comme le régime chinois, comme le régime russe, comme beaucoup des pays du Sud, les États-Unis sont en train de briser le système international qu'ils avaient eux-mêmes construit en 1945. C'est très surprenant. Donc, dans l'intitulé des motifs de cette conférence, ce panel, il était dit « Les règles du commerce, de l'investissement, de l'énergie, de la technologie, des normes industrielles et de l'accès au marché ne relèvent plus seulement des cadres multilatéraux stabilisés, elles deviennent de plus en plus des instruments de puissance, de protection, de négociation et parfois de coercition. » Oui, sauf qu'il y a un problème. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles du tout. Tout le système multilatéral s'est littéralement liquéfié. L'ONU ne fonctionne plus, l'OMC ne fonctionne plus. Et ce qui fonctionne, ce sont des accords bilatéraux qui résultent d'un rapport de force. Je vais prendre deux exemples. Regardez ce qui s'est passé l'été dernier dans un golfe qui appartient à Donald Trump. On a vu la présidente de la Commission européenne se rendre, baiser la babouche du président américain et accepter des conditions absolument léoniennes qui tiennent de l'extorsion, puisque nous avions des droits de douane à 3% au début de l'année
Et à l'été, c'était 30%, mais M. Trump a bien voulu faire des concessions. Et on s'est engagé de surcroît à acheter pour 750 milliards de gaz et d'hydrocarbures aux États-Unis et à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis dans les 5 ans qui viennent. Jamais on n'a vu une chose aussi scandaleuse que cet accord qui a été vendu par Mme von der Leyen comme un énorme progrès. En contrepoint, il y a ce qui s'est passé la semaine dernière à Pékin entre Trump et Xi Jinping, où là, au contraire, on était plein de douceur et plein de volonté d'accord. Qu'est-ce qui s'était passé? Au début de son mandat, Trump avait essayé de mettre 100% de droits de douane à la Chine. Quelques semaines plus tard, la Chine prenait une mesure de rétorsion extrêmement simple, mettait des licences d'exportation sur la totalité des métaux rares et des matières premières dont l'industrie américaine a besoin. Résultat des courses, les 100% ont disparu, sont transformés à 30%. Donc le nouveau rapport de force se fait comme ça. Je vous dis ça parce que la guerre d'Ukraine, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et consacré un livre, donc la guerre d'Ukraine, elle a eu deux conséquences majeures. D'abord, de réinstaller la guerre au centre de l'Europe, ce qui est une catastrophe pour le continent, mais surtout d'accélérer les forces qui étaient déjà présentes vers la transformation du monde dans un système post-occidental, avec des puissances qui revendiquent de construire un contre-modèle avec une autre monnaie, il faut pour échapper aux sanctions américaines, avec une autre banque de développement. Et donc petit à petit, autour de la Russie et de la Chine, autour des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, vous avez l'émergence d'un système international post-occidental. Et encore une fois, ceci se trouve aggravé par les États-Unis eux-mêmes, qui n'ont rien trouvé de mieux que de, encore une fois, casser le système qu'ils avaient eux-mêmes construit. S'ajoute à cela, et c'est peut-être plus important, le fait que la guerre du Golfe a métastasé dans d'autres régions du monde, et notamment au Moyen-Orient, où on retrouve les mêmes acteurs, les mêmes armes, les mêmes drones. Et du coup, ce qui était au départ un conflit limité sur une zone qu'on appelle le Donbass en Europe, on se retrouve avec une crise énergétique et économique mondiale qui modifie totalement la géopolitique du Proche-Orient. Je ne sais pas comment cette guerre va se terminer, mais je vais vous dire une chose. Si l'Iran sort de cette guerre avec une bombe atomique plus une deuxième bombe atomique qui est la privatisation du détroit d'Ormuz, alors l'Iran deviendra la 4e superpuissance du monde à la tête d'un monde musulman qu'elle voudra diriger. Donc ce qui se joue, c'est extrêmement important en ce moment. Enfin, dernière remarque, à côté de des mouvements géopolitiques très importants, il y a une autre révolution qui est en cours, qui est encore plus vaste, c'est celle de la technologie autour de l'IA et du quantique. Là, on est, comme disait Kissinger, qui s'est intéressé à cette affaire à la fin de sa vie. Pour Kissinger, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'était la même chose que l'invention de l'imprimerie sur Gutenberg. C'est un moment de transition, parce que l'IA va structurer non seulement l'économie, mais l'organisation du monde. Or, cette révolution, elle est pilotée non pas par des États, elle est pilotée par des entreprises. Et il se crée aujourd'hui un oligopole privé du côté américain qui est plus puissant que les États. Et donc, nous allons avoir la même chose émerger en Chine, mais sous contrôle du parti jusqu'à un certain point. Et donc, le devenir de nos pays, aussi bien en Europe que dans le Sud, va dépendre des innovations qui sont faites, des investissements qui sont faits, qui se chiffrent en trillions, en milliers de milliards de dollars. C'est ça qui est investi en ce moment même. L'autre jour, le président de la seule licorne française en matière d'IA qui s'appelle Mistral, un jeune ingénieur qui s'appelle Munch, a fait une intervention devant le Parlement français en expliquant ce qui était en train de se passer. Nous sommes
nous sommes en train d'être littéralement laissés sur le bord de la route, faute d'argent, faute de recherche, et ça va structurer toutes les années qui viennent. Voilà le drame. Alors après, comment est-ce qu'on gère cette situation? J'ai entendu avec beaucoup d'attention ce matin les ministres marocains, avec beaucoup de mérite, qui portaient beaucoup d'optimisme dans l'action, et c'est très bien, mais franchement, je pense qu'on est à un tournant de l'histoire qui est extraordinairement dangereux. Parce que pour suivre dans cette évolution, il faut énormément d'argent. Or, l'argent, nous n'en avons pas. En tout cas, en France, on n'en a pas. Et à un moment, nos sociétés, on en parlait tout à l'heure avec mon ami Liam Fox, nos sociétés doivent choisir entre les investissements d'avenir et le consensus social. Et tout l'argent qui a été mis dans le social. En France, 30% du PIB. La dépense sociale en France, c'est 900 milliards d'euros. Et on ne s'est pas trouvé 10% pour avoir un budget de défense décent. Donc il y a des moments où il faudra faire des choix. Et ces choix vont être extrêmement douloureux parce que les générations autour de nous ne sont pas habituées ou n'ont pas été habituées à vivre des sacrifices. Donc on va de plus en plus avoir des tensions politico-sociales très lourdes dans tous nos pays. Regardez ce qui s'est passé tout récemment dans les élections au Royaume-Uni, où le système a littéralement implosé. On a la même chose en Allemagne, où vous avez maintenant l'AfD qui est 6 points avant la CDU. En France, vous connaissez la situation, les partis du centre se sont effondrés et ce sont les extrêmes qui sont aux deux extrémités qui sont en position de l'emporter aux prochaines présidentielles. Donc nous sommes dans un moment de très grande vulnérabilité, je ne veux pas être trop long, mais où la géopolitique s'invite non seulement dans le réservoir d'essence des gens, mais dans le supermarché, dans le prix des produits alimentaires, dans leur sécurité. Et cette géopolitique, on ne la contrôle pas. Une dernière remarque. Comment est-ce qu'on gère une situation comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux le faire tout seul ou est-ce qu'il faut essayer de le faire en groupe? M. Macron a vendu et survendu la notion de souveraineté européenne, quelque chose qui n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la souveraineté nationale et les choix nationaux. Est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on a la volonté de traverser cette épreuve en relançant le pays? Ça, c'est le choix qui est fait ici au Maroc, mais que, à mon avis, on doit faire en France aussi. Donc, redécouvrir la souveraineté. Ou bien est-ce qu'il faut croire à des organisations supra? C'est un choix, c'est une question qui se posera aussi pour les Africains et pour le Sud. Est-ce que c'est une stratégie nationale ou bien est-ce que c'est une stratégie collective? Donc voilà, moi je crois qu'on est dans une période qui est devenue extrêmement dangereuse. Comme disait Thucydide pendant la guerre du Péloponnèse, les forts vont faire ce qu'ils doivent et les faibles vont risquer de souffrir ce qu'il faut. Il faut éviter d'être à la table des faibles. Mais c'est extraordinairement difficile parce que des choix politiques vont devoir être faits qui n'ont pas été faits depuis plusieurs décennies, en tout cas dans les pays d'Europe. Je ne parle pas pour le Maroc. Je vous remercie de votre attention pour ces propos un peu d'écoute. Merci beaucoup, Pierre. So now I'm turning on my left to Sir Liam Fox, because I think you have been also Secretary of State, a Minister of Defense, of Trade. You have been the UK's candidate to the WTO in 2020. And you are still very well connected in the business, trade, and political world. I would like to have your own assessment of the situation, which I believe is a little bit different from Pierre's very dark vision. So please tell us something more positive. Well, thank you very much, and thank you for inviting me to be a speaker again this year. Before I did any of those jobs in politics, I was a medical doctor. And one of the things I learned was that there's a big difference between data, knowledge,
and understanding. In other words, you need to see a whole picture, and events are seldom as dark as they may look from one piece of data if you can understand the wider context. I think that the retreat from free market orthodoxy is the most dangerous development in the global economy. And I think we need to begin by asking why we think that has happened. And I would give you 4 reasons, or maybe many more. The first is that as we get further away from World War II, there is a diminished fear of the impact and effects of nationalism. And people have begun to forget where rival nationalist tendencies took us. The second is that many of the institutions that we talk about today were products of the post-World War II period. They have not adapted to globalization and the stresses and strains of the 21st century. You mentioned the WTO. The WTO is a basket case. It doesn't function at all. And it doesn't function for one very basic reason. And that is that in the constitution of the World Trade Organization, it says that it must operate by consensus. It has chosen to operate by unanimity. Consensus is if you get 9 out of 10 people agreeing, but if you've got to get 165 out of 165, nothing is going to happen. And until that one basic change is overturned or overruled, the WTO will continue to be an utterly ineffectual organization. It needs to adapt to the changing circumstances. Thirdly, there's been a change in our view about interdependence, because we've moved from a period where we regarded interdependence, including economic interdependence, as a means of increasing or improving our ability to avoid conflict, that interdependence would take us away from a conflict that might be mutually damaging. Instead, now we seem to be developing a political narrative that interdependence increases our mutual vulnerability. We see that in the arguments about global supply chains, for example. But most of all, and I think the most worrying, is that there has been a change in the political debate around free markets and free trade, and the benefits of free markets and free trade. This is the 250th anniversary of the establishment of the United States. It is also, and I'll say this as a Scotsman, the 250th anniversary of Adam Smith's Wealth of Nations. These two things are not unconnected. The United States was built on free trade and free markets, and its economic global dominance were derived from those basic principles. Free markets, free trade have taken billions of our fellow human beings out of abject poverty in the last generation. No program of aid or development has ever come close to the impact that the application of free markets has been able to do. So we turn our back on free markets and free trade at our peril. But if you want something a bit more optimistic, I would say that, storms come and go, but the oceans remain, and governments come and go, but economic truth remains and is likely to reassert itself in the longer term, as it has done over the past 250 years, since Adam Smith wrote The Wealth of Nations. Now, one of our problems is that a result of these trends has been the, as it says in our heading here, the use of trade wars, or the use of trade as a political weapon. And the good news is it won't work, because it will not fulfill the basic tasks that have been asked of it. Changing American tariff policy will not reduce the American trade deficit. It may move it around and change where the deficit occurs, but it will not eliminate it, because it asks the wrong question. The question is not, how much tariff do I have to put on a German BMW to stop American consumers buying it? The correct question is, why are Americans not buying American cars? And if you ask the wrong question, in politics, just as in medicine, you will get the wrong diagnosis and the wrong treatment. And you will not get manufacturing jobs
returning to the United States for one major reason, and it's the main reason why we were able to take people out of abject poverty, and that is comparative advantage in trade. Trade will move. It will change as the economic factors change. And if you have high fixed costs, as American employers will have, you will never be able to undercut manufacturing labor in countries which do not have that. And an interesting poll recently asked Americans, do you think that more manufacturing jobs should come back to America? 70% said yes. It said, would you like to work in a factory for your job? 70% said no. And so we have political factors, social factors that cannot be overcome. What trade wars will do is that they will provide the very things that policymakers are trying to avoid. Because they will affect particularly smaller economies, particularly economies that are non-value added, they are likely to increase economic and social displacement. So if you actually apply criteria to countries which make it harder for them to trade their way out of poverty, they're much more likely to get on a ship or a boat or get on foot to try to get to a better economic existence. And you might see economic migration as being an inevitable consequence of tariff policy. Utterly an unintended consequence, but if you don't join up your economic thinking and your security thinking, that's what happens. So the question is, do we re-engage? Do we see a re-emergence of structural cooperation? Or do we have managed rivalry? And in my view, these are not mutually exclusive. We may well have to move through a period of managed rivalry, of bipolarity in the world economically and militarily before we get back to managed cooperation. And I would say one very last word, given the theme of this conference, that is, if those countries in the free market part of the ledger want to progress, they need to understand one thing which I think has been confused a little in the beginning of this conference, which is that growth and wealth creation are not the same thing. You can take 1 million migrants into your country and they go shopping and you call the increased activity growth, but it is not wealth creation. Wealth creation comes when we take ideas in our heads, our unique IP, and we turn them into goods or services that don't exist today. And setting the conditions for wealth creation are what we should be all about, because that's where our future prosperity lies. And if you like, growth is if your salary goes up. Wealth creation is how much you keep in the bank for the future. And I think understanding these basic, if a bit intellectual principles would go a long way to stabilizing our politics today in a world where we tend to panic at the first whiff of economic gunfire rather than taking a historical perspective and sticking with the principles that have made us as strong as we are. Thank you very much. Thank you very much, Sir Fox. So I'm turning now to Mrs. Maggie Gu. You are the founder and chairman, or chairwoman, should I say, of the Tomorrow Foundation that is based in Geneva. So you are in a very good position to observe the world from this neutral country as a global citizen, as you have Eastern roots. And you also have Western experience, and you lived in Western countries for a long time. And you also invest now in many initiatives in Africa. So what is your assessment from your perspective of what is, going on now in this crazy world? Do you see some rays of hope, and what can we do about the issues we have? How can we fix them? Thank you very much. Today, this topic, I think it's not longer an economic question. For the Global South, this question is
the new global rules are being written. So will we have the ability to participate in shaping them? So our foundation, we have many years work with organizations, governments, universities, partners. So for our work, I think today I will highlight is what we think, how to redefine what is economy sovereignty, especially in era of AI. I don't avoid to speak about AI. And here, among excellence, I think I'm supposed to speak what I'm doing every day. So I think now, I believe the true economy sovereignty is not longer only about control the port, land, energy, natural resources. In the AI era, it's also including the data sovereignty, compute sovereignty, algorithm governance, AI infrastructure capability, digital education capability, ability to raise innovation from new generations. So today, AI is no longer simple a technology. It's become infrastructure. So we're talking about infrastructure. We have, even a country may host a data center, but chips may come from as well, and software, same, the cloud system may also come from somewhere, and even the AI models, algorithm systems may come from everywhere. But that means they don't have AI sovereignty? No. Because AI sovereignty is the issue now, how do you define in your economy strategy? So what work we're doing now, so for almost 10 years, is to work across Africa and Middle East on education, youth empowerment, digital capability, and entrepreneurship innovations, especially in Africa. Some countries will work together, even during COVID time, and through online education program with our partners across all the continents. So we raise creators, we raise entrepreneurs, builders, we active participating in shaping the future. For me, without human capability sovereignty, there is no true economy sovereignty. It's about human in the end. So you ask me, I have hope for that, for the future. Yes, I have full of hopes. So we talk about my experience and in what's my vision for the AI era, because for me, I speak recently in San Francisco, New York, Geneva. I have a chance to talk with technology giants, talk about this for the bankers, hedge fund from Wall Street. But I also have my heart in Global South, especially Africa, because AI era may represent the first true opportunities for Africa to participate through this. Allowed the Global South talent into many industries they never have a chance in centuries. The where you have a future is not who industrialize AI. It's also belong to where
youngest populations, entrepreneurial energy. It's belong to be able to repeat the build digital capacity and capable to creating new innovation ecosystem. So that's Global South will be big part to redefine the future development model by themselves. Morocco is a great example of practice of sovereign development in today's world. And especially, we talk with Morocco officials about the policy and the development they have today. And in ministry managed digital transformation matter, 3 years ago, they only have 1, 2, 3 people. Now they have a big group. They will have department of AI soon in Morocco administration. That is a great example. It's also on the Royal Antique Initiative. That means beside the development of infrastructure and regional connectivity and digital transformation and global supply chain, Morocco, the ability today, and they maintain the ability to define own direction, bargaining power while maintaining the openness to the world. This is something here, and I think this is a great example. For example, today I come here among my colleagues. Everyone must be very curious because I was born in China, I'm still Chinese, and I am mother of European, and I'm many years working sisters with my African brothers among me. I had long education in Switzerland and in US. So that you said, I'm global citizen. I have a neutral standing. Today, I'm very pleased to come here because I can speak something different, sparkling among this topic, supposed to be like upset for some people. And I hope I can give some new thoughts of everyone listening. And I come here with my colleague from, it's like from NVIDIA, head of a global initiative, and he's in another panel. And also my advisor from Shanghai, and represent Chinese private investment fund as well. I'm privileged to come here with them, also somehow to show Global South there's a lot of possibilities for future, and we can define the future together. And for me, the questions in the last I want to address, also our initiative in foundation is AI for all, is the economy sovereignty, not owning the economy issue. With AI era in the future, many things could happen. Some people might lose job or job become option, as some technology leaders said. But what we're supposed to pay more attention together globally is how we work together, and it's question about dignity, participation, civilization continuity, and it's about future humanity itself. Thank you. Thank you very much. This was very inspiring. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Stéphane Tiki, qui est vice-président du groupement du patronat francophone. Et en votre qualité, vous êtes très bien placé pour analyser à la fois les dynamiques géoéconomiques entre l'Europe et l'Afrique notamment, et sur le continent africain,
et pour percevoir les risques et les opportunités qui naissent de la situation que le monde connaît actuellement avec cette multipolarisation ou bipolarisation. Et notamment, quand Pierre Lelouch tout à l'heure a dit que l'Europe et l'Afrique risquaient d'être sur le côté de la route entre les deux mastodontes chinois et américains, comment justement ces deux continents pourraient aujourd'hui développer des relations qui leur permettraient de réémerger dans cette compétition mondiale. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais remercier l'organisation pour l'invitation. C'est toujours un immense plaisir et un immense honneur de venir ici pour porter ces sujets-là. J'ai une vision un peu différente de ce qui a été dit avant. D'abord, moi je considère que l'Afrique ne peut pas rester sur le bord de la route, car l'Afrique est le continent d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous me permettez de vous le dire, la plupart des sommets que vous voyez ces dernières années sont des sommets qui sont Russie-Afrique, Italie-Afrique, Amérique-Afrique, France-Afrique. Posons-nous une question. Quel est le point commun de ces sommets? C'est l'Afrique. D'ailleurs, les entreprises qui veulent venir s'installer, que ce soit des entreprises chinoises, américaines, européennes, russes, libanaises, turques, elles viennent s'installer où? En Afrique. Car ils ont compris qu'aujourd'hui, l'Afrique est un territoire d'opportunité. Ils ont compris qu'on ne vient plus en Afrique pour dire qu'on vient aider l'Afrique. On vient en Afrique pour dire qu'on vient gagner en Afrique. Et peut-être, si je peux faire un peu de patriotisme, parce que j'aime beaucoup ce pays qui s'appelle le Maroc, qui est un territoire d'opportunité, quand on vient ici, moi j'ai atterri d'ailleurs à Casablanca, j'ai pris la voiture, je sais qu'on peut aussi le faire par train, il y a aussi l'aéroport, on voit la qualité des infrastructures, la qualité des routes, la qualité du tourisme, la qualité de l'économie, une économie basée sur 3 mots importants, le tourisme, la culture et le sport. On se rend compte que des pays africains sont aujourd'hui le territoire d'opportunité. D'ailleurs, dans quelques mois, le Sénégal accueillera pour la première fois la marque Jeux Olympiques sur le continent africain. Et dans quelques mois encore, le Maroc accueillera la 2e Coupe du Monde, c'est l'histoire de la Coupe du Monde sur le continent africain. Les amis, ne nous leurrons pas. S'il y a toutes ces opportunités-là, ce n'est pas parce que les gens aiment l'Afrique, ce n'est pas parce que les gens veulent aider l'Afrique, c'est parce que les gens ont compris, et la réalité c'est ça, c'est que l'Afrique est un territoire d'opportunité. Pourquoi je parle de territoire d'opportunité? 2 raisons assez claires. Aujourd'hui, dans des thématiques assez claires, l'agriculture, la formation, le numérique, la santé, les mines, l'économie, le port, vous l'avez vu avec le port ici, le sport, la culture, dans toutes ces thématiques, le fait que l'Afrique soit un continent à développer et en développement fait que c'est ici qu'il faut venir investir. Deuxième chose, si vous avez envie aujourd'hui de créer de la richesse, et monsieur l'a dit, monsieur Fox l'a dit tout à l'heure, et je partage son analyse, il faut bien séparer la création de richesse et la croissance économique. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, pardon pour mes amis des grands groupes, ce sont les PME qui créent de la richesse. D'ailleurs, 80% du tissu économique sur le continent africain est basé sur les PME. Donc nous, au sein du groupement du patronat francophone, nous accompagnons PME, TPE, ETI et start-up pour venir s'implanter dans le continent africain, non pas en oubliant l'écosystème local, en se mariant, et j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure le président du patronat marocain qui fait un travail incroyable ici sur le terrain, c'est pour non pas soustraire, non pas enlever, mais additionner les talents. Ensuite, je vous dirais quelque chose. Oui, on est dans un monde qu'on n'aurait pas pu imaginer. Moi, je suis né en 1987. Je pensais que le monde dans lequel je naissais en 1987 était un monde dans lequel on allait grandir avec la paix. Après, notamment, justement, la guerre entre les États-Unis et la Russie et l'URSS en 91, on se disait qu'on est dans un monde de paix. Et c'est vrai que se voir aujourd'hui, entre ce qui se passe en Europe, la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe avec les États-Unis, ce qui s'est passé États-Unis-Venezuela, on se rend compte que la guerre est encore présente.
Mais au-delà de ce qui se passe notamment en Afrique avec le Congo et le Rwanda, finalement, beaucoup de gens ne l'auraient pas imaginé. Mais le continent où il y a le plus de paix aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc c'est le continent dans lequel il est rentable d'investir. Et c'est vrai qu'on a besoin, hein, et là je parle avec ma casquette d'Africain, d'avoir l'Afrique autour de la table. Mais vous savez, ceux qui ont des économies de guerre comme les États-Unis, on ne le dit pas assez, c'est parce que quand on est américain, il est rentable de faire la guerre. Parce que la guerre est source de croissance, est source de développement des pays comme les États-Unis. En réalité, nous, on regarde ça avec beaucoup de crainte et avec beaucoup aussi d'appréhension. Mais je pense que de la crainte et l'appréhension doivent venir des opportunités. Quand je vois ce qui se passe, et on en parlait tout à l'heure avec monsieur, sur l'Arabie Saoudite et la hausse des prix, notamment de l'énergie, je me dis, les amis, peut-être serait-il temps que l'Afrique, par exemple, devienne autonome sur les questions d'énergie. C'est parce qu'on est peut-être trop dépendant de ce qui se passe ailleurs que dès qu'il y a une guerre quelque part, on en vit les ressentis avec la hausse des prix aujourd'hui. Mais peut-être que, alors je dis ça comme ça, et j'en parlais tout à l'heure avec M. Pierre Lelouch, peut-être que si on met en place cette zone économique de libre-échange sur le continent africain, qui va nous permettre de travailler par région, parce que les régions ont d'abord beaucoup plus de similarité et de complémentarité avec la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. On va pouvoir déjà œuvrer ensemble sur le continent africain à faire des choses qui permettent de développer les choses. Et c'est vrai qu'aussi, si l'Afrique investit comme ce que fait le Maroc, et je disais tout à l'heure à Ouatef qui est ici quelque part, que pour moi, le Maroc a le modèle de développement économique qui doit inspirer les pays du continent africain. Tourisme, valorisation des acquis, culture, économie et sport. On a des modèles d'économie basés sur l'agriculture, la formation, le numérique, mais tous les pays n'ont pas les mêmes atouts. C'est d'ailleurs pour ça que je combats les gens qui disent souvent « nous, on veut investir en Afrique ». L'Afrique, ce n'est pas une entité, c'est 54 pays. L'économie aujourd'hui du Maroc, qui est une économie rayonnante, n'a rien à voir avec l'économie de l'Algérie et de la Tunisie. L'économie du Cameroun, d'Afrique centrale, n'a rien à voir avec l'économie du Congo RDC, du Congo Brazzaville, du Tchad et de la RCA. L'économie en Afrique de l'Ouest, du Bénin, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso n'ont rien en commun. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse travailler avec ces zones économiques de libre-échange qui permettent de se baser d'abord sur les régions et puis surtout de travailler en complémentarité avec la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Ensuite, pour répondre à votre question, et j'en terminerai là-dessus pour ne pas être très long, je considère aujourd'hui qu'il est rentable d'investir en Afrique parce que l'Afrique est le continent de la jeunesse. En 2050, la population africaine sera à la hauteur de la population chinoise, à la seule différence que 70% de la population africaine sont des jeunes qui auront moins de 30 ans. Donc tous les combats que nous portons aujourd'hui au quotidien, en réalité ne sont pas des combats que nous portons pour nous, c'est des combats que nous portons pour eux, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et cette jeunesse du continent, elle n'a pas besoin aujourd'hui qu'on lui parle d'aide. C'est une jeunesse ambitieuse. Et voyez encore la qualité des infrastructures du Maroc, comment ils ont rentabilisé cette Coupe d'Afrique des Nations pour avoir des stades, avoir des ROC, avoir des hôtels de qualité. Avec cette jeunesse qui a la vision, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont entrepreneurs sur le continent africain. Mais attention, je ne suis pas un Africain optimiste, je ne suis pas un Africain rêveur, je suis un Africain réaliste. On a beaucoup de problèmes sur le continent africain aujourd'hui, des problèmes sur la santé. Quand on voit que quand des gens sont malades, ils sont obligés de partir de leur pays pour se soigner à l'étranger. Mais ces problèmes doivent nous donner l'opportunité, et je pense que ceux qui étaient avant moi l'ont dit, à travers Madame sur la Fondation, à travers ce qu'a dit Monsieur le ministre Pierre Lelouch et Monsieur Fox, ces problèmes doivent être des créateurs d'opportunités qui nous disent que, par exemple, dans certains pays, aujourd'hui, on fait de la télémédecine sur le continent africain pour lutter contre les déserts médicaux, qui nous disent aussi qu'à travers ce qu'on fait au niveau des infrastructures, on a des pays comme le Maroc où on a la qualité des trains, la qualité des routes, la qualité des avions, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer les uns avec les autres. Mais on a besoin aussi, parce que cette jeunesse du continent a besoin qu'on ait la reconnaissance d'un statut de l'entrepreneuriat. Et là, je parle aussi à nos parents qui sont dans la salle, nos parents qui sont, comme nous, des enfants du continent. On sait que nos parents veulent qu'on soit avocat, politique, médecin. Mais pour ceux qui sont ici sur le terrain, vous connaissez la réalité du continent. On a souvent des jeunes qui ont bac+8 en médecine,
qui sont des conducteurs, des chauffeurs de taxi. C'est des réalités du terrain. Parce qu'il faut aussi que les parents ne rêvent pas les rêves qu'ils n'ont pas pu accomplir pour leurs enfants, qu'ils laissent aux enfants réaliser leurs propres rêves. Si vous avez des enfants qui ont la qualité et le talent d'être entrepreneurs, aidez-les à entreprendre. Entreprendre n'est pas une voie de garage, c'est une priorité aujourd'hui sur le continent africain. Et on a besoin, et je parle aussi par rapport à ce qu'ont dit les différents ministres ce matin, de faire travailler le patronat, avec les gouvernements. Parce qu'on a besoin que le gouvernement nous dise dans ces pays quels sont les métiers dans lesquels il y a des besoins d'emploi et que nous, dans la formation des jeunes, avec l'alternance, l'apprentissage, on forme les jeunes dans les métiers où il y a de l'emploi. Si vos enfants sont formés pour être médecins et que malheureusement il n'y a pas assez d'hôpitaux, ils finissent chauffeurs de taxi. Or, si on nous dit que dans tel ou tel médecin il y a des besoins d'emploi, on va orienter l'orientation professionnelle pour que les enfants sortent dans des métiers dans lesquels ils peuvent avoir une assurance, un métier, un salaire, des revenus pour subvenir à leur famille. Je crois beaucoup à la relation entre l'Europe et l'Afrique. Je crois beaucoup à la relation entre le Nord et le Sud, qui doit être une relation, non pas une relation paternaliste, mais une relation de partenaire. Je viens gagner, tu viens gagner, nous venons gagner, vous venez gagner, ils viennent gagner. Vous voyez, on a appris ça à l'école. On n'est pas là pour réinventer des choses qui n'existent pas déjà. C'est du gagnant-gagnant. Nous devons sortir d'une relation émotionnelle à une relation rationnelle. Le mot qu'on n'a pas encore évoqué ce matin, c'est le mot de la compétitivité. Parce qu'aujourd'hui, le marché dans lequel nous vivons, c'est très dur d'avoir le monopole, c'est très dur d'avoir un duopole. Nous sommes dans un marché de concurrence pure et parfaite. Mais cette concurrence pure et parfaite doit être réciproque, qui fait que lorsqu'un entrepreneur marocain va en France, ou va en Espagne, ou va en Italie, il n'est pas favorisé parce qu'il est marocain, il est en compétitivité. Lorsqu'un entrepreneur espagnol, français, américain, chinois ou autre vient au Maroc, il n'est pas favorisé parce qu'il est américain ou chinois ou autre. Il est sur le marché en compétitivité parce que c'est la compétitivité qui crée la concurrence et c'est la concurrence qui fait que l'Afrique est obligée de choisir quels sont les meilleurs acteurs qui viennent sur le marché. Donc moi, je crois en ce mot qui s'appelle la compétitivité, qui fait qu'on doit avoir de nouvelles relations entre le Nord et le Sud basées sur des partenariats gagnants-gagnants. Mais je vous dirais pour conclure aussi, parce que je vous ai dit, je suis un réaliste, nous devons aussi développer les relations entre le Sud et le Sud. Parce que l'Afrique doit aussi porter cette confiance entre le Sud et le Sud, parce que le talent, il est aussi à l'intérieur du continent. Pour ça, il faut se faire confiance. On ne l'a pas assez dit. L'entrepreneuriat, l'investissement, et M. le ministre Pierre Louche a dit, c'est d'abord un mot, la confiance. Ça veut donc dire que grâce à l'intelligence économique, nous devons d'abord étudier les marchés. Quels sont les besoins sur le marché? Moi, je ne veux plus de gens qui disent « je veux venir investir en Afrique ». Je veux des gens qui disent « je veux investir au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Kenya, au Cameroun ». Parce que les besoins du Maroc ne sont pas les mêmes que le Kenya, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et si on arrive à avoir ce nouveau narratif, le général de Gaulle avait une phrase que j'aime beaucoup. Il disait « l'histoire s'écrit toujours par les vainqueurs ». Et le Maroc a réussi, à travers ce nouveau narratif, à écrire sa propre histoire. Non pas à écrire l'histoire des Marocains dite par d'autres personnes, à écrire sa propre histoire elle-même. Alors moi, je fais que la nouvelle relation entre l'Afrique et l'Europe soit une histoire écrite par les acteurs eux-mêmes en disant que l'Afrique est un territoire d'opportunité dans lequel il est rentable d'investir d'un point de vue économique, d'un point de vue culture, d'un point de vue sport. Alors le monde va mal, c'est vrai, mais nous devons être le chemin qui montre que la paix, la sécurité, l'assurance, l'entraide, l'amour, le partage, la collectif, la diaspora et les enfants du continent qui se tiennent la main les uns avec les autres pour investir et développer ce continent qu'on aime tant qui s'appelle l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour cette vision inspirante. Last but not least, comme on dit, en anglais, je passe la parole à Laurent Vigier. Alors on dit souvent que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais l'argent ça peut être aussi le ciment de la paix et du développement, notamment si on combine les logiques de souveraineté avec les logiques de mondialisation du capital auxquelles nous avons été habitués. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux logiques ou est-ce qu'on peut les résoudre notamment avec des véhicules qui peuvent aligner les intérêts de toutes les parties prenantes, États, entreprises privées, d'où qu'elles viennent, individus,
et qui permettent de canaliser les flux de capitaux ou de capital là où on en a le plus besoin. Je vous passe la parole, Laurent. Merci Alexandre. Quand on s'engage sur un chemin, il faut mieux avoir une carte. Et aujourd'hui, on est à un moment de la mondialisation où la carte n'est plus très à jour, où il y a pas mal de brouillard, où on voit un pessimisme. Ce pessimisme, il est notamment un pessimisme européen. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans les interventions de M. Louche et de M. Fox, c'est ce pessimisme très très fort qui est en Europe, et je vais y revenir. Et d'autre part, on voit aussi d'autres signes, d'autres signaux d'optimisme. Il réalisme, il faut, dans l'optimisme, il y a toujours une part de rêve autour de l'intelligence artificielle, autour des perspectives de l'Afrique, et qui sont ancrées dans un dynamisme démographique qui, évidemment, est un game changer, puisque une Afrique qui a 1 milliard d'habitants aujourd'hui et qui en aura 2,5 milliards à la mi-temps du siècle, c'est autre chose, c'est un autre monde. Mais moi, je commençais déjà à me passer dans une perspective européenne. Dans une perspective européenne, ce qui me frappe quand on regarde ce nouveau désordre du monde, c'est que, au fond, on se plaint que le système multilatéral et les règles basées, le droit ne marchent plus et qu'on est revenu à la force. Mais la force a toujours été à la base du système international. Le roi Louis XIV faisait inscrire sur ses canons la formule latine ultima ratio regum. La force est la raison ultime des rois. Et le système multilatéral tel qu'il existe depuis 1945, puis même avant, était fondé, ancré dans des rapports de force. Quand on regarde le principe de la liberté des mers, de la liberté de passage dans les détroits, un des premiers qui remonte au XVIIe siècle, au début les prémices, mais ça a été imposé par exemple à la Turquie pour la liberté de passage dans les détroits turcs par la Convention de Montreux en 1936 et avant par la Convention de Lausanne. Donc aujourd'hui, quand par exemple l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, elle revient sur un principe qui était un principe ancien, mais qui était lui-même ancré dans un certain rapport de force des relations internationales. Est-ce que ce système a marché? Il a marché temporairement, et le multilatéralisme a toujours été un projet, un horizon, mais a toujours eu des problèmes. Les Américains ont toujours eu un rapport compliqué au système multilatéral à l'ONU. Ils n'étaient pas membres de l'ASDN. C'est une des raisons pour lesquelles le monde a sombré dans la guerre après la Deuxième Guerre mondiale a émergé, puisqu'il n'y avait pas d'instance de régulation de coopération fonctionnelle. Et l'OMC est quelque chose de fondamentalement récent. Il y a eu un échec à créer une OMC après la Deuxième Guerre mondiale, et il a fallu attendre la fin de la guerre froide, la conférence de Marrakech, pour que l'OMC soit fonctionnelle, et cette OMC n'a été fonctionnelle, au fond, que pendant 15-20 ans, avant que les rapports de force, le jeu brut des puissances, se mettent en branle. Donc, pour nous, Européens, qui croyons à la force de la coopération, il y a un premier choc, mais vu d'autres parties du monde, peut-être moins. Le fait que la guerre revienne sur le continent européen est évidemment un choc massif, puisque tout le projet européen avait été créé pour mettre la guerre à distance. Mais d'autres régions du monde ont connu la guerre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'Européens, pendant longtemps, nous contrôlions le récit. Nous pensions que nous étions quelque part détenteurs des valeurs universelles, que notre système d'économie de marché, de social-démocratie, d'État-providence était idéal. Et nous voyons qu'avec l'émergence de nouvelles puissances, eh bien d'autres modèles arrivent à avoir des résultats économiques et même culturels. Il y a même un soft power. Il y a un soft power chinois aujourd'hui. Et c'est quelque chose, on le voit avec TikTok par exemple, c'est quelque chose qui nous déstabilise. Nous n'avons plus le contrôle du récit. Et la dernière chose, c'est que nous pensions que nous avions des systèmes qui étaient fondés avec des écoles prestigieuses, des centres de recherche prestigieux, que nous allions contrôler et que nous aurions, dans le partage de la valeur internationale, nous aurions
un système dans lequel l'Europe ou les États-Unis capteraient toujours la valeur ajoutée, notamment à travers la propriété intellectuelle. Et nous voyons aujourd'hui qu'en termes de brevets, la Chine fait beaucoup plus que nous. Et nous voyons aussi que même ce qui était la valeur la plus rare, l'intelligence, aujourd'hui est totalement distribué. L'un des effets de l'intelligence artificielle avec l'Internet, vous pouviez être au fin fond d'un pays africain, vous pouviez avoir accès à la même bibliothèque à Harvard. Mais maintenant, vous avez accès à la possibilité, au fin fond d'un pays africain, au fin fond de l'Amérique latine, au fin fond de l'Asie, vous pouvez accéder à des capacités de structuration, de projets, de capacités de droit, de coding, etc., de façon quasiment gratuite, et que seules des multinationales pouvaient avoir. Alors effectivement, au niveau des grands géants de l'intelligence artificielle, des hyperscalers, c'est des investissements colossaux. Mais derrière, ça donne accès à une capacité qui était juste hors d'atteinte pour beaucoup de gens et indéfiniment. Donc, je dirais, aujourd'hui, nous sommes dans un moment où se combinent, d'une part, des risques très réels, et effectivement, cette désorganisation du système international, et je partage un certain nombre de préoccupations de M. Lelouch, peut nous emmener très loin, y compris dans une guerre. Je crois que c'était le précédent pape qui avait évoqué une guerre mondiale par morceaux. Et effectivement, il y a cette dimension de risque de conflit, mais il y a aussi des éléments de recomposition qui ne doivent pas être totalement balayés, parce que quand ce vieux monde meurt, un nouveau monde est en train d'émerger. On ne sait pas si nous serons à la même place qu'avant. Et effectivement, cette formule, le piège de Thucydide, une autre formule qu'on entend qui est si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Effectivement, les Européens peuvent se poser ce type de questions. Je crois que nous devons nous poser aussi une question sur effectivement notre modèle d'État-providence, la question de notre démographie, parce que l'une des raisons pour lesquelles notre État-providence est en crise, c'est aussi parce que notre démographie n'est pas adaptée à cet État-providence. Mais nous devons aussi regarder les modèles de coopération qui peuvent se mettre en place et qui peuvent permettre de rebâtir un nouveau. Alors, idéalement, il faudrait peut-être une sorte de nouveau congrès de Vienne, de nouveaux grands Barnum dans lequel on mettrait tout à plat et on recréerait une espèce de level playing field d'une mondialisation où les rôles seraient redistribués et on pourrait avoir une manière de traiter les enjeux communs que cette planète a. Mais dans cette attente, il y a quand même beaucoup de coopérations qui existent, qui se développent et qui structurent, peut-être par en bas, le nouvel ordre mondial ou la réorganisation de l'ordre mondial qui se met en place. Et parmi ces ordres-là, il y a l'émergence, d'abord au sud, et puis aussi dans un certain nombre de pays du Nord, de grands acteurs de l'investissement public de long terme qu'on appelle les fonds souverains. Alors, je trouve qu'en France, on a le plus ancien fonds souverain du monde, qui est la Caisse des dépôts, et peut-être un des plus récents, qui est BPI France. Mais aujourd'hui, les fonds souverains représentent 27 trillions de dollars d'actifs sous gestion, et de façon continue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir leur géographie. Vous avez des fonds souverains en Chine, vous avez des fonds souverains au Moyen-Orient, vous avez des fonds souverains dans l'ancien espace soviétique, vous avez des fonds souverains qui émergent en Afrique, vous en avez en Europe. Ce sont des interlocuteurs que l'on voit dans énormément de projets, dans énormément de transactions, mais c'est plus que ça. Ce sont des instruments qui permettent de conforter la souveraineté, de la projeter, de l'organiser. Et à trois égards, et je ne vais pas être extrêmement long là-dessus, mais je vais vous prendre l'exemple des fonds du Golfe. Mubadala, par exemple, à Abu Dhabi, ou le PIF en Arabie Saoudite. Au fond, dans cette nouvelle organisation du monde, très, très fluide, avec ses dangers, on voit plusieurs stratégies qui se déploient. Au départ, les fonds souverains avaient été créés, c'était le cas du fonds souverain de Koweït en 1953, étaient dans une logique qui était, j'allais dire, patrimoniale. Mais depuis une quinzaine d'années, les fonds souverains ont évolué dans des stratégies qui sont des stratégies de construction de l'économie nationale de leur propre pays. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait la résilience, la diversification économique, la transition de la rente à une économie plus, qui soit capable d'aller au-delà de la rente.
première chose. Et on voit que dans un monde tendu, effectivement, ce sujet de la résilience prend de plus en plus d'importance parce que être toujours dépendant des chaînes d'approvisionnement du commerce international, c'est un danger. L'autre chose, c'est la coopération. Et les fonds souverains sont des courroies qui organisent une sorte j'allais dire, d'architecture, de réseau neuronal de la mondialisation. Et on voit les coopérations, par exemple, entre le PIF et la Chine, entre le Maroc et le Fonds souverain marocain et les fonds du Moyen-Orient, entre la France, moi j'avais été à l'origine du développement d'un certain nombre de véhicules d'investissement partenariaux entre la Caisse des dépôts, les fonds souverains chinois, CIC, China Development Bank, les fonds du Qatar, les fonds des Émirats, les fonds saoudiens, les fonds russes, dans c'est plus de saison, mais on a essayé, au moins. Eh bien, et on voit une architecture possible se dessiner. Et le troisième élément, c'est la projection. Parce que on voit, et c'est, je pense, un des chemins pour l'Europe, on évoquait la problématique du manque de capitaux en Europe pour financer des investissements d'avenir, et c'est vrai que souvent, le problème des investissements d'avenir, ça a une dimension de saupoudrage. On saupoudre l'avenir alors qu'il faudrait se concentrer sur un certain nombre de choses. Et l'intelligence artificielle est clairement un domaine dans lequel il y a des besoins d'investissement massifs parce que c'est maintenant que ça se joue. Si on n'est pas capable d'accélérer en matière d'intelligence artificielle aujourd'hui, eh bien, on deviendra dépendant de fournisseurs des hyperscalers américains ou des Chinois. Parce que le gouvernement chinois a fait ce qu'il fallait, parce que les Américains ont fait ce qu'il fallait, avec à la fois la puissance de leurs véhicules d'investissement, la commande publique, etc. Donc, la question que doit se poser aujourd'hui l'Europe, mais aussi l'Afrique, c'est de trouver des partenariats d'avenir à long terme entre les capitaux, qui seront dans le Golfe, les savoir-faire, et puis le marché, la profondeur de marché. Je pense qu'il y a dans ce domaine de l'intelligence artificielle, probablement, comme dans le domaine des infrastructures d'ailleurs, des voies de coopération à long terme entre fonds souverains. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire. Moi, je suis entre la France et l'Arabie Saoudite. On a un partenaire qui est le prince Al-Walid avec Kingdom Holding. L'un de ses principaux investissements, c'est dans SpaceX. Et SpaceX, qui va être, vous avez vu, qui va donner lieu à une introduction en bourse dans les prochains mois, ça sera probablement l'une des premières introductions en bourse aux États-Unis qui va passer le $1 trillion. Donc, aujourd'hui, si on veut demain avoir des champions de l'intelligence artificielle en Europe ou des champions de l'intelligence artificielle en Afrique, eh bien probablement cela passe par des coopérations qui mobiliseront ces investisseurs de long terme, ces fonds souverains, et dans une logique qui soit vraiment une logique de coopération et pas de monopole. Ça veut dire qu'il faut décentrer le regard. On est européens, mais nous sommes aussi, nous devons apprendre à penser au-delà de nos certitudes européennes et penser que le monde ne nous doit rien, au sens où le monde doit beaucoup à la civilisation européenne, mais le monde ne nous doit rien au sens que chaque pays poursuit ses propres intérêts. Et la seule manière d'avancer, c'est d'aligner les intérêts des uns et des autres. Et la logique de coopération est probablement un bon moyen de le faire. Et je pense qu'ici au Maroc, vous avez beaucoup d'atouts pour réussir sur cette voie. Merci beaucoup Laurent. Alors, je vais prendre quelques questions de la salle et ensuite laisser les speakers réagir à la fois à ces questions et à ce que d'autres speakers ont pu dire. Donc comme ça, on fait deux pierres d'un coup. Alors, qui veut poser une question aux speakers, à l'un d'entre eux ou à tous Oui, monsieur, allez-y. Merci. C'est le meilleur. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis docteur Abdhafidou Alalo, vice-président de l'Institut marocain des relations internationales, l'IMRI, un grand think tank au Maroc qui s'intéresse aux relations internationales et surtout l'Afrique, mais sans oublier l'Union européenne aussi. Je voudrais poser la question à notre ami invité, M. Lelouch,
sur ce pessimisme que vous avez exposé devant nous sur l'avenir de l'Union européenne. Après la guerre qui dure toujours, Russie-Ukraine, comment vous expliquez cette montée de l'extrême droite en Europe et ce discours qui est focalisé sur l'islam, sur l'immigration, sur le voile, au lieu de s'occuper d'autre chose, sans oublier bien sûr l'esprit qui règne toujours sur la relation avec l'Afrique. M. Macron a fait des déplacements, mais c'est toujours des discours de partenariat égal à égal, mais la réalité est tout autre. Il y a le CFA qui bloque l'avenir de plusieurs pays d'Afrique. Heureusement que nous avons le dirham, notre monnaie nationale, depuis 1956. Deuxième question, c'est pour notre amie Madame de Chine populaire, je pense, ou de Taïwan, je ne sais pas. Cette souveraineté économique que vous avez dit, elle n'est pas uniquement économique, mais elle est multidimensionnelle. Je suis un pharmacien, biologiste, épidémiologiste, et je m'intéresse beaucoup à la sécurité et à la souveraineté sanitaire. Et nous sommes dans l'actualité maintenant. L'Ebola qui revient en Afrique, au Congo, tout le monde en parle. Le nouveau virus Hanta qui nous vient de ce navire d'Argentine, alors qu'on avait vécu le Covid-19 pendant des années et le confinement, et tout ce qui a été comme impact sur le commerce international et sur, bien sûr, sur l'économie mondiale. Et c'est un petit virus qui a fait pas mal de victimes, mais aussi sur le plan économique, commercial et humain, bien sûr. Alors, comment on explique qu'on se focalise uniquement sur cet aspect économique, commercial, de tarifs douaniers, de ce que fait M. Trump, de sa visite à Pékin, de ce qu'il fait au Golfe arabe ou persique? Donc, je pense que c'est l'actualité qui devait être notre sujet. Et je pense que ce sont des questions qu'on se pose, nous, en tant qu'experts ou chercheurs en relations internationales. Tout est lié. Comme a dit notre ami médecin, docteur, il faut voir global. Il faut voir tout ce qui est, bien sûr, ce monde nouveau, plein d'incertitudes, mais aussi d'opportunités, et surtout en Afrique. Et vive l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, on va prendre peut-être une autre question avant de passer la parole au panel. Oui, monsieur ? Essayez de faire court, s'il vous plaît. سأتحدث باللغة العربية ليتسنى الإخوان الترجمة بالفرنسية. أولا أشكر شكرا معكم الجرح أبو سليم صحفي مدير موقع كاب 24 بالرباط. أشكر جامعة دولية بالرباط وأيضا المعهد الذين استطاعوا إحضار هذا الكم وهذا العدد من الوجوه الاقتصادية والعلمية ببلادنا، فمرحبا بهم. سؤالي ألا يرى سؤالي إلى الأستاذ تيكي بالنسبة للسؤال اللي موجده في ظل ما كاينش ترجمة وقيلة. الترجمة ما كايناش. على العموم أنا غادي نلقي السؤال والأخ يتكلفنا. في ظل تقلبات الأسواق العالمية كيف يمكن للدول الإفريقية الناشئة أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون أن تفقد سيادتها الاقتصادية أو تقع في تبعية مالية طويلة الأمد؟ السؤال الأخير، هذه اللقاءات أو التوصيات التي تنتهي بعد هذه اللقاءات هل هناك من لجنة للتتبع للوقوف على مدى تفعيل وتنزيل ما يتم الخروج به؟ شكرا. Merci beaucoup. Alors, si j'essaie de traduire ce que vous avez dit, est-ce que
les pays africains peuvent conserver leur souveraineté tout en attirant les investissements dans le contexte mondial actuel. Alors, je vous laisse peut-être commencer par cette question, enfin répondre à cette question. Merci beaucoup pour votre question. Oui, moi je pense qu'on peut faire les deux. Je pense que, en fait, c'est parce qu'on est un territoire d'opportunité qu'on crée l'attractivité qui fait que les gens ont envie d'investir chez nous. Et parce qu'on va valoriser nos atouts, nos savoir-faire, notre compétence, et aussi là où il y en a des besoins, que les gens vont vouloir investir chez nous. Et on peut garder la souveraineté, ça veut dire que vous pourrez être toujours maître de ce que vous faites chez vous, dans votre pays, mais en même temps, il faut s'ouvrir à l'extérieur parce que personne ne peut vivre en autarcie. Et moi, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, je crois aux zones économiques régionales parce que je considère que dans les zones régionales, on a des complémentarités, on a les mêmes problèmes et que les solutions portées par les uns peuvent être des solutions qui peuvent aider les autres. Donc moi, je crois en ces territoires d'opportunité marqués par les zones économiques régionales. Je crois aussi, et vous l'avez entendu, à la zone économique de libre-échange qui permettrait du coup de faire du commerce aussi intra-africain à travers la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Maintenant, je crois aussi aux investissements étrangers parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, si vous avez des sommets Italie-Afrique, Russie-Afrique, Amérique-Afrique, France-Afrique, c'est parce que le point commun de ces sommets-là, c'est l'Afrique. Et donc les gens se rendent compte que l'Afrique est aujourd'hui un territoire d'opportunité. Et donc pour développer l'Afrique, ce n'est pas la souveraineté nationale ou les investissements étrangers, c'est les deux. On a besoin que tous ceux qui veulent investir, qui veulent venir financer des écoles, on a des besoins de formation. Tous ceux qui veulent venir financer des infrastructures, on a des besoins de routes. Tous ceux qui veulent venir financer de l'agriculture, passer de l'agroagriculture en agrotech, en agro-business, qui viennent financer. Mais pour moi, c'est une addition entre les savoir-faire locaux, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui font des choses sur le continent et qui s'en sortent, en additionnant ça avec les talents de ceux qui veulent venir à l'extérieur. Je me permets aussi, pour répondre à la brillante question du docteur qui est ici, qui disait au niveau des déplacements de ce qu'on fait sur l'Afrique, oui, il y a du travail. Et on ne va pas se mentir, c'est pas facile. On est vraiment dans la compétitivité, mais souvent, moi qui suis fan de football, on dit que les grands joueurs doivent savoir jouer les grands matchs. Donc, on est là pour jouer ces matchs-là, on a été formés. C'est vrai qu'il y a des déplacements, mais pour vous donner un point positif, par exemple, sur le sommet, et moi j'étais au Kenya il y a quelques jours, Africa Forward, d'abord c'était l'une des premières fois qu'il y avait un sommet France-Afrique en Afrique. Bon, les gens m'ont dit oui, mais c'est normal. Mais enfin bon, c'est une des premières fois, donc ça c'est déjà une victoire. Et ensuite, dans ce sommet-là, on a eu une vraie partie le premier jour qui était d'abord la partie économique, de comment est-ce qu'on peut faire du business ensemble. Et ça changeait des discours de chefs d'État traditionnels en général qui se tapent dans la main et derrière, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de suivi. Là, c'est vrai qu'on avait des parties économiques avec des grandes personnalités comme M. Dangote qui était là, des entrepreneurs. Il y a aussi un moment avec la jeunesse du continent qui représente l'avenir, qui a pu échanger avec le chef d'État du Kenya et le chef d'État de la France. Ces moments-là ont été des moments forts, avec aussi des promesses de... Alors, je parle avec ma casquette du groupement du patronat, mais avec des promesses de contrats sur des domaines assez clés. Donc, je vous dirais avec un peu d'humour, on va laisser les politiciens parler, ils savent bien le faire, et on n'a pas envie d'être dans ce domaine-là. Mais nous, on est les acteurs économiques. On n'a pas besoin d'une visite d'État ou d'un sommet pour faire du business. Donc, non seulement on était déjà au Kenya, mais là, on est au Maroc. Dans une semaine, on sera à Brazzaville où on organise un sommet avec 1000 entrepreneurs, avec le président de la République, Sassou Nguesso, là-bas, pour justement amener des entreprises françaises, canadiennes, roumaines, moldaves, qui veulent s'implanter au Congo. Vous voyez, nous, on est un peu ceux qui permettent de bâtir le pont, mais un pont, et vous l'avez dit tout à l'heure avec la vision globale, c'est pas l'économie ou la diplomatie ou la culture ou le sport, c'est l'un et l'autre ensemble, parce qu'on est tous interdépendants les uns des autres. Donc c'est ça qu'on va pouvoir apporter, qui va être une touche de concret. Ensuite, par rapport au problème, vous avez parlé du franc CFA, c'est vrai que c'est un problème, il ne faut pas se leurrer, mais moi je pense que le franc CFA n'est pas la priorité d'aujourd'hui. On a des pays, et vous êtes en plus médecin, on a des besoins en santé pour sauver les gens. On a cet Ebola qui remonte beaucoup là sur le Congo. On a besoin d'apporter de la compétence, de valoriser la santé, de faire travailler les médecins
locaux avec les médecins étrangers, toute cette idée de télémédecine qui permet de valoriser les deux. Donc on a besoin d'abord d'améliorer les compétences. Et monsieur le ministre du Commerce, de l'économie ce matin disait une phrase assez essentielle, il disait « L'Afrique est un continent qui a du potentiel ». Maintenant, si on ne met pas la compétence avec le potentiel, on reste sur un futur potentiel qui ne va pas se développer. Et moi, je pense que l'exemple du Maroc aujourd'hui doit être un modèle inspirant, et comme l'ont dit les prédécesseurs, avec les acteurs qui viennent sur le terrain pour justement apporter la compétence pour transformer le potentiel en développement. Merci beaucoup Stéphane. Je voulais rebondir sur votre deuxième question, monsieur, qui était adressée à Madame Gu. Pourriez-vous la préciser juste un petit peu en quelques mots, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. You got it? Okay, so you can answer. Thank you very much, Doctor, to ask me questions. Firstly, I'm from Swiss NGO. I'm Chinese, from Beijing, but I'm Chinese, so will always be Chinese. I'm mother of European, and I think you still remember. I work with international parties, including American partners and European partners, Global South partners, especially think tank here. And I want to answer your questions. Firstly, I mentioned in my speech, actually, like even TikTok, even all Chinese apps, and maybe stop, let people to use it. But it's not important who owns this app, who creates this app. It's how can we give guidance of this algorithm, what we give to audience, what we give to young generations. So also each country, why I talk about sovereignty AI, because when government has more policy on this topic, and you are owner of your sovereign data. You also own your own guidance to let all this sovereignty of AI and benefit your country by yourself. So, and also for the talent, and who has a future populations who have all these powers of AI? Because Chinese, US create all these technologies, but they are not belong only to Beijing, Shanghai, Wall Street, Silicon Valley. They belong to all the humanity, humans. So who uses wisely with guidance, that's his future power. And then second things, you are a doctor, you ask about the public health, like COVID time, all these crises. Actually, everyone worked together. For example, we mentioned this SpaceX, and I know very well all this from beginning. And then the main product of SpaceX now is Starlink. I think many African countries now use Starlinks when they don't have 100% coverage of telecom. But you see, that is the old way we never have in history, and we used to have telecom. Now, because of Starlink bring another way, you don't really build infrastructure of telecom in 20 years before. We talk about infrastructure to building all the telecom. We needed the coverage everywhere. We still need, but now we have a new way to do differently in space. That is Starlink. So Starlink actually benefits everyone. So in order to government, local community, worldwide company with different applications for AI agriculture, for public health, and do data analysis and make better service to all the humans. Not only one country will be benefit with this technology. We're supposed to able that new generation, even ourselves, to use AI as tools. And then you manage to. That's why we equip young generations with ability to use it.
They not belong to China or US or any European countries to invent this. So another example, for example, I'm staying in Geneva. So when you have a wind, you have any pollution from French side, wind will blow to Geneva because Geneva is 3 sides of French borders. So even government said, okay, you will not going to the Swiss side, but government cannot stop wind. So the wind still will cross border without permission, right? That means we are all together, like globalization bring us together. We use US technology, use Chinese service, we use European guidance, or we do African government rules locally with community, with all this. Doesn't matter. I mean, we are all together. So that's why I'm very happy now to bring everyone in the table. We're talking about who sets these rules. It's humans, it's everyone on this earth. And I think 20 years later, we are in the room, we were not talking about the topic split, we are from this country, these nations. Maybe we were talking about how can we control robots, right? Thank you. Thank you very much. Sir Fox, you wanted to have a quick reaction before I give the floor to Pierre Lelouch. Yes, thank you. I'll be very brief because I don't know about you, but I'm now very hungry. I want to really deal with the elephant in the room, which is this whole concept of economic sovereignty. Because in the real world, especially in the West, but in the whole global economy, economic sovereignty does not really exist. If you are a Western government that spends more money than you earn, and you have to borrow the difference from global markets, you have voluntarily given up your economic sovereignty to the bond markets. And you can do nothing about that until you get your debt back under control. If you are a country that imports things that you don't make yourselves, or that can be bought cheaper from elsewhere because your consumers demand it, you have sacrificed economic sovereignty. And the basic point is that the rules of economics have not changed. The basic rules of trade, the comparative advantage in trade has not altered. It's just that many of the Western countries, the developed countries, who have themselves benefited from this concept throughout history, have decided that they don't want to make the same opportunities in the comparative advantage of trade available to the developing countries. And I'm afraid we need to confront those basic realities in our politics if we have to have a sensible debate about how the global economy moves forward, if and when we get back to an equilibrium of global rules. Thank you very much. Alors maintenant, je vais donner la parole à Pierre pour répondre à cette question qui me semble effectivement très intéressante. Pourquoi ce pessimisme en Europe? On pourrait même parler de nihilisme à un certain point. Pourquoi cette montée des extrêmes alors que l'Europe, finalement, malgré sa crise démographique, a quand même un certain nombre d'atouts, notamment des capacités humaines, des capacités scientifiques, elle a du capital, puisque l'Europe, dans son ensemble, enfin l'Union européenne, n'est pas déficitaire en capital. Donc là, je voudrais aussi peut-être que Laurent Vigier nous éclaire sur ce point-là. Pourquoi on n'arrive pas à mobiliser ce capital, puisqu'il existe en fin de compte, et pourquoi on n'arrive pas à le faire comme les États-Unis ou la Chine peuvent le faire aujourd'hui? Voilà, donc Pierre d'abord et puis Laurent sur cette question du capital. C'est une question très, très importante et très complexe qu'on ne peut pas évacuer en 2 minutes. L'Europe est au bout d'une certaine route qui a été celle essentiellement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les pères fondateurs, et aidés d'ailleurs par les Américains, ont décidé d'en finir avec les nationalismes, donc avec la puissance des États, et de construire
quelque chose qui serait mieux que le nationalisme, c'était l'idée européenne. Ersatznationalismus en allemand, l'ersatz du nationalisme. Tout ça, c'était la démocratie chrétienne d'après-guerre, puissamment aidée par l'Amérique, qui voulait construire cette Europe comme rempart à l'Union soviétique. Le problème, c'est que le système a été dévoyé et qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation très compliquée. D'une part, tout ce système de construction européenne, il était fondé sur un socle qui était la sécurité américaine. Cette sécurité, avec Trump, elle a commencé avec Obama, mais avec Trump, le tapis a été retiré. Et donc les Européens sont en face de leur destin. Est-ce qu'ils vont redécouvrir et comment la nécessité de fabriquer des armes, quelles armes? Et ça ne va pas être simple. La France était traditionnellement, avec l'Angleterre, le senior en Europe, avec ses armes nucléaires, l'armée, etc. Contrebalancer la puissance économique allemande. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé après l'Ukraine, on a un décollage des dépenses militaires allemandes de façon phénoménale. Rien que cette année, après les augmentations en France, on est 57 milliards contre 100 milliards et par an d'euros. Et en 2030, l'écart va être beaucoup plus grand. Très rapidement, l'Allemagne va redevenir la superpuissance militaire en Europe. Ça ne manquera pas de créer toutes sortes de problèmes de tension avec la Pologne, la France, etc. Et la question de la nucléarisation aussi de l'Allemagne et de la Pologne se posera. Donc, il y a cet aspect des choses. La base sécuritaire de l'Europe est en cause. Deuxièmement, il y a ce qui s'est passé après la fin de la guerre froide, où l'Europe s'est élargie très vite vers l'Est. Aujourd'hui, presque 28 pays. Vous savez, j'ai été ministre de l'Europe quand la table du Conseil, elle est grande comme cette pièce. Hein. Donc, vous avez 2 minutes. Le collègue, il a 2 minutes. Et vous le voyez sur un écran de télévision devant vous. Vous ne voyez pas. Comment voulez-vous faire un travail sérieux avec un système de ce genre? Le travail, il est fait par la Commission, qui contourne les États. Et là est le problème fondamental, c'est que maintenant, on a fabriqué une usine à normes. Un rouleau compresseur mou, cotonneux, qui avance et qui fabrique de la norme toute la journée. 50 000 fonctionnaires fabriquent de la norme, dans l'intérêt supérieur du bien public, naturellement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'essentiel de ces normes ne servent à rien, sauf à occuper les 50 000 fonctionnaires, et que l'Europe elle-même ne sait même pas dans quelle direction elle va. Ça avance parce que ça produit des normes. Quand un pays, l'autre jour, il y a le ministre du Commerce français, qui est un ancien de la grande distribution, s'est dit on va taxer les petits colis chinois, les Chine, Temu, toutes ces saloperies qui arrivent de Chine à bas prix et qui inondent le marché. On va mettre un droit de douane, un droit d'entrée en dessous 150 €, c'est pas taxé. Au moins, on va mettre 2 €. Rien que pour embêter un peu les Chinois, mais c'est pas beaucoup, 2 €. Mais enfin, on est inondé de ces saloperies-là. Bon, on met 2 €. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe ça? Eh bien, les exportateurs chinois, ils n'ont pas été dans l'aéroport de Vatry, dans la Marne, en France, payer les 2 €. Ils sont allés en Belgique. Et en Belgique, le produit devient européen. Donc, il rentre sans droit de douane. Résultat des courses, l'aéroport de Vatry va fermer. Et ça va faire des chômeurs en plus en France. Et on dit bravo à qui? Au ministre qui n'a pas réfléchi, mais surtout à l'Europe. On n'est pas capable d'avoir une politique commune sur un truc aussi simple
que qu'est-ce qu'on fait avec l'inondation des produits chinois. Mais comme on ne sait pas faire et qu'on n'a pas le courage de le faire et qu'il n'y a pas de volonté politique, ça se termine par ces trucs en eau de boudin, comme on dit en français. Merci, Pierre. Voilà. Merci. Je pourrais continuer longtemps pour vous dire les malheurs de la situation européenne. Ben- Mais ce que je crois, c'est que ce système est condamné. Il est condamné. Merci, La Pierre. guerre d'Ukraine aura terminé de consommer ce système. Il y aura Mer- quelque chose d'autre qu'il faudra réinventer avec un petit nombre de pays. Merci beaucoup. Et Laurent, désolé, mais on pourra parler de cette question dans le panel qui suit, puisqu'il sera consacré à ces questions de financement. Merci aux speakers et merci à tous les participants à cette séance.